Bonjour, mon nom est Maude Pastureau, j'ai organisé un panel autour de la longévité féminine, la périménopause, ménopause avec deux expertes, le docteur Odile Bagot, gynécologue, et le docteur Lucia Hufontaine, endocrinologue, pour deux points de vue différents. Nous y parlons périménopause, ménopause bien entendu, mais aussi les traitements hormonaux naturels, les questions fréquentes qui les entourent, ainsi que les mythes. Bon visionnage. Alors, je vais vous demander peut-être de vous introduire si vous voulez. Allez-y. Privilège de l'âge. Oui. Donc moi, je suis Odile Bagot, je suis spécialiste en gynécologie et obstétrique. J'ai commencé ma carrière il y a très très longtemps, ça fait bien 40 ans, ça fait même exactement 40 ans. Et au départ, je faisais tout, je faisais la gynéco, la chirurgie, l'obstétrique. Je me suis rapidement orientée aussi vers tout ce qui était psychosomatique et psychanalyse. Et au fil du temps et de mes nombreux enfants, j'ai arrêté la chirurgie, l'obstétrique aussi, à la naissance de ma 5e fille. Et je me suis vraiment plus intéressée à la santé des femmes de manière, je dirais, générale, avec, disant toujours que les femmes, c'est pas des utérus à pattes, hein, c'est vraiment apprendre dans tout le contexte. Je ne les réduis pas non plus à leurs hormones, parce qu'on a un peu tendance à le faire aujourd'hui. Et je me suis spécifiquement intéressée à la ménopause il y a quelques années, en faisant quelques ouvrages, en écrivant sur le sujet, et parce que j'ai beaucoup été sollicitée, je dirais à la fois par les médias, mais aussi par exemple par les mutuelles, pour faire de l'information auprès des femmes, parce qu'avec de la pédagogie, je sais qu'on va faire énormément de choses utiles, et c'est pour ça que je suis là ce soir aussi. À moi, merci. Déjà, merci à toutes d'être là ce soir. Donc moi, je suis Lucia Hufontaine, donc je suis endocrinologue basée sur Paris. Moi, j'ai eu un parcours un peu plus, on va dire, exotique, tant par mes certifications que par mes lieux d'exercice. Je suis certifiée en neurosciences ainsi qu'un desk de cancéro. Donc j'avais justement cette envie de comprendre comment les hormones pouvaient à tel point influencer le corps humain. Et ça m'a conduit à de nombreux voyages. Donc moi j'ai beaucoup exercé dans le Pacifique, en Calédonie, donc on contacte aussi des tribus, dans l'océan Indien aussi. Donc ça m'a permis d'avoir une réelle ouverture d'esprit de comment on considère son corps et sa santé sur différentes cultures. Et j'ai aussi complété ma formation en étant prof de yoga et de méditation pour avoir justement cette vision très intégrative sur le côté psychosomatique aussi des patientes. Donc moi, je suis endocrinologue générale, donc j'accueille tout type de patients et patientes, dont aussi les patientes effectivement en périménopause et ménopause, et presque même, je pense, plus en périménopause, à ce moment où il y a un tourbillon hormonal et finalement les patientes viennent vers moi en se posant beaucoup de questions. Ou certaines patientes ménopausées qui n'ont pas eu la chance de rencontrer soit des médecins généralistes ou des gynécologues spécialisés et qui ont laissé un petit peu les choses évoluer et qui, à l'heure actuelle, se posent aussi des questions et demandent de l'aide. Donc voilà pourquoi je suis aussi là ce soir. Merci. Là, ça marche définitivement pas. Bon. Alors, prochaine question, c'est en fait c'est assez rare d'avoir cet échange entre endocrino et gynéco. Parce que la problématique de la ménopause, c'est une problématique qui affecte, comme je vous ai montré, chaque système d'organes. Et donc, elle est la propriété de tout le monde, a priori. Voilà, un médecin cardiovasculaire, cardio, un rhumato, etc. Et donc, cet échange entre hormonaux et gynéco est ce que je voulais créer aujourd'hui. Et donc, on peut commencer par cette question. Quelle est la philosophie brièvement de l'endocrinologie versus la gynécologie dans l'approche de la périménopause et ménopause? Comme tu l'as mentionné, je pense que nous, en endocrinologie, vu les autres pathologies aussi qu'on aborde, telles que le diabète, on a cette vision qui est toujours très transversale, donc beaucoup moins organique comme pourrait l'être le gynéco. Nous, on va pas aller spécifiquement analyser l'endomètre ou les ovaires, mais on va plutôt avoir cette vision plutôt globale de comment les hormones s'équilibrent entre elles et comment elles influencent les systèmes et créent des symptômes. Donc on a plus cette vision de peut-être d'intégrer les différents axes tous ensemble et de vraiment étudier la fluctuation hormonale et peut-être moins cette approche organique qu'a le gynécologue, qui a l'habitude aussi des pathologies très spécifiques de l'endomètre et des ovaires. Enfin, je pense que tu vas compléter. Alors pour notre part, on a effectivement
Le côté hormonal, les variations hormonales et l'endocrino, ça fait partie de notre spécialité et ça fait partie de notre approche de la ménopause. Mais on a aussi tout un autre versant qui est de s'occuper de tout ce qui concerne, je dirais, la prévention et le suivi des pathologies. Et surtout de voir aussi comment, dans les symptômes, pour moi je parlais gynécologiques, que ce soit les tensions au niveau des seins, les saignements anormaux, là c'est vraiment une approche qui est faite par le gynécologue puisqu'on va faire l'échographie, on va faire les explorations. Très bien, merci. Alors, on va commencer par un petit peu l'état des lieux. En partie, une des raisons pour lesquelles j'ai créé Ménoclinique, c'est que les femmes sont assez... on parle de gaslighting en anglais, mais le fait que c'est très difficile de trouver des médecins qui sont spécialisés. Alors, il y a l'appli Omena qui a recensé une centaine de médecins spécialisés en France. Pour mettre les choses en perspective, une centaine de médecins spécialisés pour 20 millions de femmes. Voilà. Donc, quel est votre constat sur ce manque d'accompagnement autour de la périménopause et la ménopause? Je vais parler pour la ménopause, on va un petit peu se dispatcher les choses. Je laisse le plus compliqué à Lucia. Moi, je vais m'occuper de la ménopause. C'est pas un jour la ménopause, hein, c'est un tiers de notre vie. Ça commence quand on n'a plus de règles depuis 1 an. C'est donc un diagnostic rétrospectif et c'est jusqu'au cimetière. Hein. Donc, on a quand même une trentaine d'années là, au moins, si c'était un peu plus. Donc, prendre en charge une ménopause, le diagnostic d'une ménopause, l'accompagnement et son traitement. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme spécialisé. Tout gynécologue ou même tout médecin généraliste digne de son nom a aujourd'hui eu une formation au moins de base à l'université. Et surtout, on a donc en octobre 2021, le Collège national des gynécologues obstétriciens français a publié dans une de nos grandes revues une revue de la littérature complète. Ils font le point sur les symptômes, leur accompagnement, les avantages et les inconvénients du traitement partout dans le monde. Donc, tout médecin, moi j'ai fait beaucoup de formations pour les médecins généralistes, ils sortent, ils ont les outils. Le problème, c'est plutôt pourquoi ils s'y intéressent pas. Parce que la formation de base, honnêtement, c'est pas très compliqué concernant l'accompagnement de la ménopause. Périménopause, ça peut être plus compliqué, effectivement. Mais pourquoi est-ce que les médecins s'y intéressent pas? Je me suis quand même posé la question. Et je crois qu'ils portent eux aussi, on en parlera tout à l'heure, les conséquences de ces études du début des années 2000 qui disaient attention, traitement hormonal, cancer du sein, risque cardiovasculaire, etc. Les femmes auxquelles on propose le traitement se souviennent de ça. Elles vont dire « Ah oui, mais moi j'ai peur d'eux ». Et c'est là qu'il y a un manque d'investissement de médecins. Il ne prend pas le temps d'expliquer et de prendre la responsabilité de dire « Ok, le risque de cancer du sein, il existe pour toute femme, il n'est pas supérieur pour vous que pour une autre femme. » Et le jour où elle va faire un cancer du sein, parce que ça peut arriver, autant sous traitement que sans traitement, il va falloir être en face de sa patiente et prendre les choses tranquillement. Et je crois que c'est de ça dont ils ont peur. Quand on fait des enquêtes, les femmes gynécologues se traitent beaucoup pour la ménopause. Elles traitent beaucoup moins leurs patientes. Étrange. Lucia? Par rapport à la périménopause ou par rapport à la ménopause? Non, globalement, je suis assez d'accord. Après, je pense aussi concernant les médecins généralistes, effectivement, on peut leur donner les outils. Encore faut-il qu'ils aient aussi le temps de les mettre en place. Et c'est vrai que les consultations, vous le voyez actuellement, je pense quand vous allez voir votre médecin généraliste, c'est un symptôme, une consultation. Donc, il va pas prendre le temps de se dire « Ah, c'est vrai que vous avez 46 ans, comment ça se passe les cycles menstruels ?» Non, je pense pas que vous ayez une personne dans la salle qui ait vécu ce genre de consultation. Donc, je pense qu'après, si on donnait les outils, mais aussi le temps aux médecins généralistes, je pense qu'ils prendraient peut-être ça plus en considération et poser les questions, parce que je pense qu'ils sont quand même intéressés. On a tous fait médecine en même temps, on était tous intéressés par le corps humain et pas uniquement par des fragments. On s'est certes spécialisé, mais on arrive à un moment toujours à se retrouver, surtout en médecine générale, où il y a ce côté très éducation thérapeutique aussi qui est présente et accompagnement. Donc je pense que c'est aussi laisser du temps. Concernant la périménopause, c'est plus compliqué. On a aussi des patientes maintenant qui prennent la contraception très longtemps. Donc finalement, ça masque aussi beaucoup de symptômes et la patiente va se dire, j'ai l'impression que ma pilule ne convient plus. Bah oui, effectivement, parce que si on est en périménopause, les fluctuations hormonales changent et la pilule ne suffit plus ou est inadaptée. Donc en fait, ça va brouiller aussi l'esprit de la patiente. Elle va pas forcément mettre en lien, il y a quelque chose qui se passe au niveau de mes ovaires, il y a peut-être un ralentissement, et elle va pas forcément en parler. Et il y a aussi ce côté de manque de légitimité, je pense, en France, de la patiente vis-à-vis des symptômes de la ménopause. Je pense aussi. C'est quelqu'un qui est lié à un solaire.
c'est plus sympa si on a un petit background pour ce talk. Alors oui, justement, je crois qu'on connaît bien la ménopause. Aujourd'hui, les symptômes de la ménopause, etc. Et oui, je vais le faire. Bistro en lowercase, voilà. et on est en train de parler de plus en plus de la périménopause, dont les praticiens, c'est-à-dire qu'on est en train de. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est encore en train d'apprendre alors c'est pas une maladie, hein, non. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? En 2 mots, quelle est notre difficulté en tant que médecin pour prendre en charge la périménopause? C'est parce que, comme tu le disais, on a en fait une alternance de périodes où, d'un point de vue hormonal, la femme va être en hyperœstrogénie, on dit relative, parce qu'elle va commencer par perdre la progestérone en 2e partie de cycle. Et plus on va se rapprocher de la ménopause, et ben ça va alterner avec des périodes où on est en hypoœstrogénie sévère. Et la difficulté, elle est là. Du côté du gynécologue, on va avoir des symptômes gynécologiques. Effectivement, au début, quand on est en hyperœstrogénie, on va se retrouver avec des troubles du cycle importants, en particulier avec des règles abondantes, des règles qui se rapprochent et des ménorrhagies. Et là, il faut déjà qu'on agisse aussi d'un point de vue soit hormonal. Alors, c'est vrai qu'on a des pilules à base de progestérone qui ont bloqué les règles. On a des stérilets à base de progestérone qui, eux, vont aussi nous bloquer les règles tout en gardant les cycles. Donc, nous, souvent, notre premier objectif, c'est se dire, OK, on va déjà régler le problème gynécologique qui est là. Mais quand on va avoir les alternances, on traite une hyperœstrogénie et puis après ça, elle va se retrouver 3 mois sans règles avec des bouffées de chaleur. C'est ça notre difficulté et c'est là que je crois qu'une approche plus globale et plus orientée, je dirais, endocrino est vraiment intéressante. Tout à fait. Effectivement, en plus, cette période de périménopause, ces fluctuations, c'est pas 3 mois j'ai mes règles, 3 mois je les ai plus. Le corps humain ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de règles. C'est pas vous ovulez un coup sur 2 sur chaque ovaire. Non, il n'y a pas de règles et c'est ça, je pense, qui aussi est compliqué à gérer. Et puis, il y a aussi toute la société actuelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on a un stress oxydatif ovarien qui est très important, qui fait que ces périodes de fluctuations hormonales s'expriment différemment, parfois plus intensément. On a eu des modulations du microbiote intestinal qui ont aussi eu pour conséquence de moduler certaines enzymes qui convertissent certaines hormones. Donc, on a vraiment aussi une modulation liée aux problèmes de société. Les perturbateurs endocriniens, les surcharges hépatiques, en sachant que le foie est un organe majeur pour le catabolisme des hormones. On se retrouve avec des patientes qui sont restées sous contraception pendant des dizaines d'années et qui ont toujours des résidus de ces xénostrogènes, donc les oestrogènes étrangers au corps, qui se cumulent avec ces périodes d'hyperœstrogénie. Donc, ils vont être plus symptomatiques. Et puis, on a des profils aussi tout à fait différents. On a des patientes qui sont très œstrodominantes de base et on a des patientes qui ont des faibles taux hormonaux. Donc ça va pas non plus faire les mêmes profils en périménopause. Quand je prends l'exemple de sportifs de haut niveau qui en viennent à bloquer leur hypophyse et donc à ne plus avoir de menstruation, c'est des profils complètement différents des patientes qui font des fibromes à répétition et qui ont un terrain très œstrodominant. Pareil, les patientes avec endométriose qui vont vivre la périménopause de façon différente, contrairement à la ménopause qui va les améliorer. Donc, il y a vraiment aussi tout un florilège de profils qui rend la situation plus compliquée à analyser. Merci. Alors, au-delà de cet état des lieux, je voulais revenir un petit peu sur les symptômes et savoir ce que vous voyez, vous, dans vos pratiques sur les symptômes les plus récurrents, parce que j'imagine qu'il y en a dont on parle énormément, puis en fait, il y en a, on parle pas suffisamment aux patientes ou elles n'ont pas l'habitude d'en parler, mais de fait, quels sont les symptômes les plus fréquents chez vos patientes en ménopause, périménopause? Alors, je vais parler de la ménopause, Ouais. on se répartit les choses. Parce que la périménopause, j'ai dit, c'est vraiment les troubles du cycle dont elles se plaignent le plus. En ménopause, c'est vrai que le premier symptôme, évidemment, qui prend la vedette, ce sont les bouffées de chaleur sueur nocturne, ça revient au même. Et il y a d'ailleurs une étude, l'étude d'Edenstein, qui a bien montré quand on interroge les femmes, on a donc une grosse moitié qui se plaint des bouffées de chaleur, mais aussi des problèmes quand même de sécheresse vaginale. Ça, c'est vraiment le deuxième symptôme, je crois, qui est vraiment là. Et puis, c'est à nous d'aller chercher, de poser des questions concernant les troubles urinaires.
Parce que ça reste un tabou. Autant une femme ose parler maintenant de ses bouffées de chaleur ou de sa sécheresse vaginale, mais sur la continence urinaire, bon, les cystites à répétition, on les verra, mais c'est aussi aggravé par la ménopause. Et puis, ce qui rentre maintenant dans les symptômes de la ménopause sont les douleurs articulaires. Ça, très honnêtement, moi, il y a 10-15 ans, on posait pas trop la question. Aujourd'hui, on l'a mis dans les symptômes de la ménopause, ces douleurs articulaires. Effectivement, des femmes qui ont un dérouillage le matin depuis qu'elles sont ménopausées, des douleurs qu'on met sous traitement, souvent ces douleurs disparaissent. Si elles disparaissent pas, c'est que c'est autre chose. Je te laisse parler. Bien d'accord sur les douleurs articulaires et musculaires. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, moi, de nombreuses patientes qui avaient vraiment des douleurs atroces sur le plan articulaire et qui, sous œstrogène, en fait, avaient une régression en 3 mois de ces douleurs. Vraiment, en revenant, c'est incroyable, c'est le traitement de ma vie. Donc vraiment, très important de poser ces questions-là sur le côté articulaire parce que elles vont pas non plus corréler ça, le côté articulaire au côté hormonal. C'est pas logique en soi. Sur le côté périménopause, il y a aussi ce côté modulation de l'humeur qui est très importante. En tout cas que moi je retrouve vraiment fréquemment le brouillard mental, les oublis à répétition, toutes ces fluctuations en fait qui se passent, qui se produisent au niveau du système nerveux. Les structures les plus importantes qui contiennent des récepteurs aux œstrogènes, c'est le cortex préfrontal, l'hippocampe et les fonctions limbiques aussi. Donc en fait, à partir du moment où on a des modulations hormonales, on va avoir des conséquences sur ces structures qui incluent effectivement la mémoire à court terme, mais aussi la résilience que l'on peut avoir face à des situations. Le cortex frontal, c'est vraiment l'impulsivité. Le cortex préfrontal, c'est la réflectivité. Je réfléchis à ce qui s'est passé et je réagis en conséquence. Et donc on va avoir toutes ces modulations et des patients qui vont me dire je me dispute toujours avec mon conjoint, ça va pas au travail et vraiment il y a ce côté isolement parce qu'elles ont l'impression de se sentir incomprises. Moi c'est vraiment ce que j'ai comme retour, c'est j'ai l'impression de ne plus être comprise, on m'écoute pas, j'ai l'impression d'être seule à vivre ça. Et en fait, quand on leur explique, elles comprennent, ah oui, c'est pas moi, en fait, qui deviens folle. C'est juste que mon cerveau est en train de gérer toutes ces fluctuations et toutes ces tornades hormonales. Alors, on va parler de la partie traitement. Donc, on a vu un petit peu les symptômes. Et on va essayer de répartir un peu. Donc, traitement, j'ai parlé des traitements médicamenteux et puis des traitements, ce qu'on peut considérer comme des interventions modification du mode de vie, etc. Mais pour commencer sur le médicamenteux, le traitement hormonal aujourd'hui qui est légion, mais qui n'a pas été pendant très longtemps. Donc, peut-être expliquer ce qu'est le traitement hormonal de fait. En fait, qu'est-ce qu'un traitement hormonal? Quelles sont ces hormones qu'on nous donne? Et puis pourquoi il a été controversé et quelle est l'histoire de ce traitement hormonal? Alors, je vais vous raconter l'histoire. 2002, grande étude américaine, la WHI, une vraie bombe dans le monde. Attention, les traitements hormonaux, ils ont arrêté, ils ont fait une grande étude, au point de vue méthodologique absolument parfaite. Augmentation du risque cardiovasculaire, ils ont arrêté l'étude. Savoir quand même que cette étude, le traitement hormonal, il n'a pas été donné pour les bouffées de chaleur. Il a été donné parce qu'ils pensaient qu'ils allaient démontrer qu'avec un traitement hormonal, les femmes avaient moins de problèmes, auraient moins de complications cardiovasculaires. Donc, ils ont déjà inclus des femmes qui avaient plus de 60 ans, qui avaient déjà un risque cardiovasculaire de base qui était pas mal, avec un indice de masse corporelle élevé. Donc, ils ont déjà pris une mauvaise population. Et ça n'a pas raté. En plus, avec les hormones qu'ils ont données, en particulier des œstrogènes conjugués équins, qui sont mauvais pour les vaisseaux, ils ont arrêté leur étude. Mais ça a fait le tour du monde. Ça a donné un coup de frein terrible aux traitements hormonaux. Même si, quand on regarde cette étude, en termes de longévité, de mortalité, on avait un bénéfice du traitement hormonal. Manque de bol, l'année d'après, ça ce coup-ci, c'est les Britanniques qui s'y mettent, avec la MWS, la Million Women Study, 1 million de femmes qu'on étudie et on se rend compte que les femmes sous traitement hormonal, bam, elles font plus de cancer du sein, 6 cancers du sein de plus pour 1000 femmes. Très rapidement après, en France, on commence une étude, on a toujours donné les hormones bioidentiques en France. Bioidentiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont naturelles, c'est pas du végétal ou que sais-je, c'est fabriqué par la chimie, mais la molécule est la même que celle que fabriquaient les ovaires auparavant. Donc c'est de la vraie substitution. Je dis souvent, le traitement hormonal tel qu'on le donne en France, c'est les hormones qu'on donne, ben c'est comme quand on donne une insuline à un diabétique. Son pancréas ne fait plus d'insuline, donc on va lui en donner. Vos ovaires font plus d'hormones, on va vous donner les mêmes. Et donc l'étude E3N menée en France après, auprès des enseignantes au demeurant,
a bien démontré 2 choses concernant les 2 risques principaux. On a accusé risque cardiovasculaire et cancer du sein. Qu'a montré l'étude de 3N, et là on a 10 ans de recul, 100 000 femmes, c'est absolument inattaquable, c'est que si on donne de la progestérone bioidentique, on l'a dit micronisée, eh bien là, on n'a pas d'augmentation de risque de cancer du sein les 5 premières années. C'est absolument démontré. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire moins, on va en faire autant des cancers du sein, mais ce ne sera pas lié ça ne peut pas être mis en lien avec le traitement hormonal. Ça, c'est en fonction de la nature du progestatif. Au demeurant, même dans l'étude britannique, les femmes à quelles on ne donnait pas de progestérone dans le traitement hormonal, on ne peut le faire que chez les femmes qui n'ont pas d'utérus, parce que la progestérone dans le traitement hormonal n'est là que pour protéger l'utérus des oestrogènes. Ces femmes sans progestérone ne faisaient pas plus de cancer du sein. Donc, progestérone micronisée, pas d'augmentation de risque de cancer du sein. L'œstrogène, si on donne la molécule naturelle, donc le 17-bêta-œstradiol, et si on l'administre par voie transcutanée, on n'augmente pas le risque vasculaire, ni artériel, ni veineux. Vous prenez la même molécule, le 17-bêta-œstradiol, par voie orale, il va perturber en fait le foie en modifiant les facteurs de la coagulation, et vous allez augmenter votre risque vasculaire. Vous le prenez par voie transcutanée, il va le diminuer par 2 mécanismes. D'abord en jouant effectivement sur la souplesse des artères. Et le deuxième mécanisme, c'est que ça améliore le profil lipidique, le rapport bon et mauvais cholestérol. Donc aujourd'hui, on a des recommandations archi claires pour tous les médecins de France et de Navarre. Si on veut traiter une femme, la seule contre-indication vraiment absolue, c'est des antécédents de cancer du sein. Parce que dans le cancer du sein, on va donner des anti-œstrogènes. Donc, il n'y a pas de logique à donner un œstrogène. Donc, ça reste quand même un cancer du sein ou cancer de l'endomètre. Donc, aujourd'hui, on recommande même pour les bénéfices du traitement hormonal, au bout d'1 an d'aménorrhée, ça c'est la spécificité française. Dans d'autres pays, on commence parfois avant. 1 an sans règles, on sait qu'on arrive sur un terrain qui est vraiment à plat. En donnant les hormones bioidentiques, on va donc permettre aux femmes de ne plus avoir de symptômes gênants, bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, etc. Les bénéfices sont clairs sur les choses visibles, comme tu disais, sur les choses invisibles, les fonctions cognitives, l'os, les vaisseaux, les articulations, on sait qu'on a aussi un bénéfice en donnant un traitement hormonal sans prendre de risque ni cardiovasculaire ni de cancer du sein. Et ça, c'est clair et c'est publié et c'est même reconnu par la HAS qui, en général, rame un petit peu avant de nous donner les autorisations. Donc, les yeux fermés, votre médecin ne peut pas vous dire « vous prenez des risques », c'est pas juste. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur qu'est-ce que le traitement hormonal? Donc, tu as parlé de progestérone, d'œstrogène, et dans quel dosage et cette différence assez fondamentale entre synthétique et bioidentique. Il n'y a pas de différence. C'est synthétique et bioidentique. Bioidentique, ça veut dire que c'est la même molécule. Chimiquement, c'est la même molécule. Comme l'insuline, Voilà, ouais. Exactement. Parce que quand on peut donner des phytoœstrogènes, ou du YAM ou de la DHEA, mais là, on n'a pas la même molécule. C'est pas parce que c'est naturel que ce sera forcément anodin et sans risque. Alors, le traitement hormonal, quelles sont les recommandations? Donc, au bout d'1 an d'aménorrhée, on cherche toujours la dose minimum efficace sur les bouffées de chaleur. C'est la recommandation, mais c'est pas forcément la meilleure idée du siècle selon les femmes. Ça, ce sera à voir. Donc, on applique l'œstrogène. Donc, le gel, c'est ça qui va enlever les symptômes puisque le problème principal de la ménopause, c'est la carence en œstrogène. En tout cas, les symptômes et les conséquences sur la santé, la carence en œstrogène. Donc, on met le gel, a priori, tous les jours. C'est un des schémas les plus fréquents. Et on ajoute de la progestérone qu'on propose d'arrêter 5 jours par mois pour que les cellules mammaires puissent, comme on dit, tomber en apoptose. En théorie, c'est un peu mieux par rapport au risque de cancer du sein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une femme peut, d'elle-même, une fois qu'elle est ménopausée, adapter sa dose. C'est pas compliqué. J'ai mal au sein, j'ai trop d'œstrogène, j'ai des bouffées de chaleur, j'en ai pas assez. Et quand on donne le traitement œstrogénique sous forme de gel, elle peut adapter. Donc, en pratique, en France, moi, j'aime bien commencer la dose normale pour combler complètement avec l'Estreva, qui est un des gels, ce serait 3 pressions. En début de ménopause, vu les symptômes, on met 2 pressions. Plus de 90% des femmes n'ont plus de bouffées de chaleur et il n'y a pas de sécheresse vaginale qui se développe. Celle qui a mal au sein, elle va diminuer d'une pression. Et celle qui a encore des bouffées de chaleur, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, elles vont augmenter d'une pression. Et avec ça, on arrive à un état d'équilibre tout à fait satisfaisant.
Pour la petite histoire, en 2001, avant l'arrêt des recommandations de traitement hormonal, puis la reprise des recommandations de traitement hormonal, ça date d'il y a combien de temps? La HAS, disons, elle vient de changer un petit peu d'avis. Avant, elle disait traitement hormonal uniquement chez les femmes qui avaient des troubles climatériques, donc trop des bouffées de chaleur, extrêmement invalidants. Et pour la dose minimale et pour la durée minimale. Et ça, c'est pas notre recommandation parce que si on va avoir un bénéfice sur l'os, par exemple, il faut pas donner une toute petite dose, il faut donner une dose suffisante. Et ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, le traitement hormonal de la ménopause est un traitement de l'ostéoporose. Hein, c'est tout à fait reconnu. Hein. Et cardiovasculaire, il l'était avant? Non, alors non. Le problème, il y a une petite subtilité dans le cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'une femme qui a un risque cardiovasculaire, par exemple une grosse fumeuse ou quelqu'un qui a des antécédents familiaux très sévères au point de vue infarctus, par exemple, si elle a déjà des petits dépôts d'athérome, donc de cholestérol et de plaquettes, entre autres au niveau des carotides, et qu'on va assouplir le vaisseau, ce qu'on fait au départ, on va avoir une petite augmentation du risque artériel la première année de traitement. C'est ça qui fait flipper les cardiologues. Donc, il y a des cardiologues qui diront « Oh là là, dans le risque vasculaire, moi je ne donnerai pas parce qu'il y a un risque vasculaire ». Ensuite, c'est là qu'on va faire du cas par cas en tant que gynéco. Si j'ai une femme qui en a vraiment besoin, même si elle est hypertendue par exemple, si son hypertension est équilibrée, même son hypercholestérolémie est équilibrée et qu'on fait une écho des carotides et qu'on voit pas de dépôt d'athérome, on pourra lui donner. Mais ça, effectivement, le médecin généraliste de base, il fera pas. Là, il faut effectivement un médecin qui connaisse bien les tenants, les aboutissants, les études et qui soit prêt à s'engager en disant cette femme, elle en a besoin pour sa santé. Si elle a un bilan cardiovasculaire qui est nickel, je lui donnerai quand même. Et aussi pour la petite histoire, 2001, 30% des femmes en France sous hormonothérapie. Aujourd'hui, le rapport Stéphanie Gist, je crois que disait près de 7-8%. Et fait ce que, comme vous l'avez compris, il y a quand même des ajustements sur le traitement à effectuer. Hein. Le traitement, c'est pas une fois, il faut l'ajuster selon les symptômes, selon. Il y a très peu d'adhérence à ce traitement. Et donc j'ai vu un chiffre. Donc quand on prend l'adhérence effective, on tombe à 2,5% des femmes qui sont sous traitement hormonal. Quand vous voyez les bénéfices de ce traitement, on va revenir quand même là-dessus. Voilà les chiffres aujourd'hui. Alors je voulais en revenir là où la France diffère beaucoup de l'étranger quand même. Je sais que les autorités en France qui sont l'HAS, le GEMVI, sont assez strictes sur le fait qu'on commence le traitement hormonal au moment de la ménopause. Quand on regarde les études à l'étranger, il y a quand même un cas pour les amener dans la périménopause pour aller sur le traitement des symptômes. Et peut-être je voulais avoir ton point de vue, toi, sur ce que tu as vu à l'étranger, ce que tu fais dans la pratique, et les cas. Et je sais que vous avez tenu une pratique qui est assez responsable, qui est là dans la priorité de pour la patiente. On joue un petit peu de beaucoup de mes conversations avec les docteurs aujourd'hui en disant périménopause, il y a quand même un bénéfice en prévention, mais il faut le faire de manière très réfléchie. Voilà. Encore une fois, tout dépend aussi du profil de la patiente. Et là, pour moi, c'est là que le bilan sanguin est quand même intéressant. Quand même pour voir où on en est dans le stade de la périménopause. Comme tu l'as notifié, on a un début de périménopause, on a une fin de périménopause, on a une période de périménopause où il y a des très fortes fluctuations en oestrogènes qui peuvent parfois aussi mimer des signes de ménopause, étant donné que les bouffées de chaleur, elles ont des origines multiples. Tout n'est pas encore su sur ces bouffées de chaleur. On pourrait aussi penser qu'il y a une intervention de la thyroïde, étant donné que quand on a beaucoup d'œstrogènes, ça facilite l'entrée des cellules, des hormones thyroïdiennes dans les cellules. Donc il y a cette composante-là. On sait aussi que l'hypothalamus, il n'est pas sensible au taux, il est sensible aux fluctuations. Donc il va être autant sensible à la chute hormonale que à l'ascension rapide des oestrogènes, ce qui peut provoquer aussi des signes initiaux de bouffées de chaleur. Donc il faut, je pense, être bien vigilant aussi dans l'inventaire des symptômes. Et effectivement, une femme qui est en périménopause mais qui a une ostéoporose déjà bien présente, c'est à considérer. Ou peut-être aussi déjà essayer une forme locale en intravaginal d'œstrogène pour voir si on a une amélioration sur la sécheresse vaginale et parfois certains signes systémiques quand ils sont minimes, on en a. J'ai eu des patientes qui avaient une amélioration des bouffées de chaleur sous un œstrogène local. Donc je pense que c'est vraiment au profil.
Parce que pareil, une femme en périménopause en état d'œstrodominance, avec un terrain endométriose, etc., va pas agir de la même façon. Donc, je pense que ça, on peut pas globaliser, ce serait trop du cas par cas. Contrairement peut-être aux États-Unis où ils ont une tendance à homogénéiser l'ensemble des prises en charge. Après, voilà, les États-Unis, ça reste un type de modèle. C'est pas forcément, il doit nous inspirer, mais on doit pas forcément s'y calquer. La population américaine n'étant pas non plus la population en meilleure santé dans le monde. Oui. Il y a beaucoup de GLP-1 en ce moment, c'est vraiment la... Ouais, ça, on peut faire une autre conférence. On peut faire une autre conférence là-dessus. Quid de... alors, je vais faire rapid fire question sur un peu les idées reçues ou les questions régulières sur le THM. Petite parenthèse, Odile a un train, donc elle... voilà, moi, je vous le quitte dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Donc, on a Odile, on va traiter le traitement hormonal avec Odile et on passera au non hormonal avec Lucia derrière et aux questions si vous voulez les poser. Alors, rapid fire, debunking THM. Est-ce que le THM cause le cancer du sein? Non. Tu as répondu partiellement. Les hormones, c'est pas naturel, c'est pas bon pour moi. Parfois, tes propres hormones ne sont pas sympas avec toi aussi. Hein. Donc, il est parfois nécessaire de les calmer aussi un peu. Est-ce que les traitements naturels, suppléments, DHEA, etc., sont aussi efficaces que le THM? Pas d'après les études. Le problème, c'est que chaque femme n'est pas sensible de la même manière aux hormones et les femmes ne vivent pas de la même manière leur carence en œstrogènes. Il y a 25% des femmes qui n'ont pas de bouffée de chaleur alors qu'elles sont des œstrogènes au ras des pâquerettes. Une jeune femme anorexique qui a des œstrogènes inférieurs à 20, elle n'a pas de bouffée de chaleur. Donc on n'a pas tout compris encore. Je crois que ça marche pas. Oui, ça marche pas. C'est pas grave. Oui. Donc c'est pour ça que moi ce que je fais surtout, c'est m'adapter en fonction de la clinique et de ce que j'observe et ce que me dit la femme, parce qu'elles sont toutes différentes. Alors, pour en revenir sur le cancer du sein, c'est cette idée que donc on donne pour un cancer qui est hormono-sensible et qu'on va donner, des et donc dans quelle mesure l'application d'hormones exogènes va pas venir créer un cancer qui serait il va pas le créer. Ce qu'on a démontré, c'est que ça n'a pas un effet initiateur mais promoteur. C'est-à-dire que si on a un petit cancer du sein qui est déjà là, le fait d'être soit en hyperœstrogénie, puisque les femmes obèses font plus de cancer du sein par exemple, on va le détecter plus tôt, il va se développer plus rapidement, on va le voir. Mais il faut savoir que plus un cancer est hormonodépendant, meilleur est son pronostic. On a une belle étude qui a parfaitement montré que les femmes chez lesquelles on va découvrir le cancer du sein alors qu'elles sont sous traitement hormonal de la ménopause, elles ont un meilleur pronostic que les autres. Voilà. Mais c'est vrai que on vous dit vous avez un cancer hormonodépendant, arrêtez tout de suite votre traitement hormonal et on va vous donner un anti-œstrogène. Vous ne pouvez pas déduire autre chose que c'est mon traitement hormonal qui m'a donné mon cancer du sein. Mais c'est pas une réalité épidémiologique et statistique. Okay. C'est dur à expliquer. C'est très dur à expliquer. Je sais. Le THM, c'est la même chose que la pilule? Rien à voir. Justement parce qu'on n'est pas sur le même terrain. Et ensuite, c'est pas du tout les mêmes hormones. On a un progestatif, on a un œstrogène dans la pilule qui est l'éthinoestradiol, qui est pas vraiment une molécule très sympathique, mais dont on peut avoir besoin. Mais bon, ça pareil, ça dépend des personnes. Mais traitement hormonal, hormones bioidentiques, ça n'a rien à voir. Et surtout, pas dans les mêmes dosages aussi. C'est pas une question de dosage, c'est vraiment une question de molécules. Molécules, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le THM? Il me reste 5 minutes pour vous répondre. Après, je change de chaussures et je cours à la gare de l'Est. Moi, j'ai une question qui est peut-être idiote et j'y vais. Est-ce que si vous parlez de 5 ans, je crois, à un moment, vous disiez que l'idéal, c'était quand même de ne pas prendre la suite. Non, c'est la recommandation de la HAS, mais je peux vous en parler après. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça reculait pour mieux sauter? Non. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous avez ces 5 ans, vous les avez gagnés. C'est-à-dire que si vous aviez beaucoup de bouffées de chaleur à 50 ans, que vous prenez pas de traitement hormonal, à 55 ans, vous allez avoir N bouffées de chaleur. Parce que ça peut durer un certain temps. Si vous prenez le traitement hormonal, vous en avez toujours N. Vous avez pas celle que vous aviez à 50 ans. Ça diminue quand même.
Mais il ne faut pas arrêter le traitement hormonal de manière brutale. Pour la durée du traitement hormonal, Marc Espier, qui est un épidémiologiste de Saint-Louis, qui a beaucoup travaillé sur le cancer du sein, a refait aussi une revue de la littérature. Et il est en train de démontrer que ce qu'on disait auparavant, qu'au-delà de 5 ans, on augmentait à peu près fois 1,1, 1,2 le risque de cancer du sein chez la femme. Savoir que c'est par rapport au risque de base de la femme. Il faut déjà réfléchir en fonction de ça. Si vous avez un risque qui est minime, on peut multiplier par 3, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, Marc Espier a montré qu'avec les traitements qu'on donne nous aujourd'hui et avec les petites doses, il a refait une revue de la littérature, l'augmentation du risque de cancer du sein au-delà de 5 ans, soit elle est minime, soit elle n'est pas significative, donc elle n'existe pas. Mais la recommandation de la HAS, c'est encore pas plus de 5 ans. Oui. Je pense que si à un moment on commence un traitement hormonal, est-ce qu'on pourrait continuer? Moi, ça fait 15 ans que je le prends, tout va bien. Mais ce que je fais... Pardon. Oui, alors en fait, ce que je propose à mesdames, c'est de chercher la dose au bout de 5 ou 10 ans. Souvent, elles disent, j'en ai un peu marre, qu'est-ce que je fais? Faire une diminution ultra progressive. C'est-à-dire que la première année, elles étaient à 2 pressions d'Estreva. Je vais la passer à une pression d'œstrodose qui correspond à 1,5 pression d'Estreva. L'année d'après, on va passer à 1 pression d'Estreva. Donc, elle est passée à la moitié et elle regarde comment elle supporte. Et une fois qu'elle a 1 pression, je leur dis, écoutez, jusqu'à ce qu'on se voit l'année prochaine, vous allez, pendant 1 mois ou même 6 semaines, enlever juste 1 pression par semaine. Et puis, si ça va bien, vous en enlevez 2. Et au bout de l'année, on voit. Il y en a qui vont venir, comme moi, qui vont dire, moi, là, d'une pression, je pète un câble, c'est pas possible. Et il y a d'autres qui disent, écoutez, j'ai tout arrêté, je me sens très bien. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Mais si je me sens très bien, ça peut pas dire que je vais pas. Ensuite, il y a tout le mode de vie qui doit aller avec. Ça, c'est une autre question, une autre affaire. On va en parler. Il y a aussi le mode de vie. Une mini question, Ouais. Marie-Christine. Si vous n'avez pas de symptômes visibles, est-ce qu'il faut prendre un traitement à cause des symptômes invisibles? C'est vraiment un choix à faire. On peut faire un bilan osseux, même si c'est pas recommandé pour l'instant. Mesure la densité minérale osseuse, c'est normalement facteur de risque. Mais regardez votre profil osseux, regardez votre profil cardiovasculaire, et même si c'est pas les recos de la HAS, ça peut être légitime de le prendre pour ce motif-là. Mon point de vue. Merci, Voilà. Odile. Je cours, je On peut lève. applaudir Odile. Alors, pour la petite Merci histoire, beaucoup. merci à toi pour la petite histoire. Vous pouvez retrouver Odile dans beaucoup à la télé, dans les podcasts. Tu es partout et tu œuvres beaucoup. Donc merci Et pour ce que j'ai quand tu même fais. oublié, je suis pas du tout commercial, que ma Et ton deuxième bouquin, édition de la ménopause est sortie au mois de mai. Ça s'appelle Ménopause, je traverse la tempête chez Mango. Voilà. Et je suis partie tellement en vrac que j'ai même pas emmené un exemplaire, rien du tout. Enfin, je suis en dessous de tout pour ça. Bon, voilà. et je cours vite. mais surtout tu fais beaucoup, donc tu mets beaucoup d'informations pour le public. Donc merci pour ce que tu fais. Voilà. Mais merci, Voilà. merci Et j'espère à vous. que tu vas avoir ton train. Voilà. Oui, je vais la voir. Non, là, c'est en pente, ça descend. Boulevard Magistrat. Merci, au revoir. Merci Odile. Je vous en prie. Jamais tu me bloquerais là.